considéré à tort comme le père de l'antisémitisme, Alphonse de Toussenel, dans les 100 premières pages de son livre, trace un tableau assez sombre d'une république qui efface petit à petit ce que fut la France. La préface nous parle de sa vie, de l'homme qu'il était, aimant la nature, toujours accompagné de son fidèle chien. Et bien plus tard dans l'œuvre, il s'efforcera de démontrer que le gouvernement de l'époque, alors sous la cave La Plagne, est composé d'hommes qui cherchent à séduire, qui préfèrent le profit personnel à une bonne fiscalité, opérant à la vue de personnages hauts en couleur, dont le nom, qui nous rappelle le faste, continue encore de retentir. Rothschild, Ford, etc. Une analyse tout en finesse sur d'étranges mouvements financiers, des entreprises de presse qui opèrent contre les intérêts du pays. Mais il observe aussi des choses dans d'autres nations, contemporains de son époque, comme en Russie avec l'empereur Nicolas, qui rappelle au J, par un oukase, qu'ils doivent cesser de faire nation dans la nation. En bref, je dirais qu'il expose des faisceaux d'indices intéressants, que je m'efforcerai de connecter avec d'autres lectures. Ceci est l'épisode 1, où je vous présente la préface et l'introduction. Bonne écoute à vous. Avant d'aller plus loin, je vous propose un exercice. Munissez-vous d'un support pour écrire, puis relevez les passages de la vidéo par de grandes phrases. Ce petit exercice, plus pratique qu'une simple écoute, vous permet avec vos mots de retenir le contenu de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Épisode 6. La royauté et le peuple, main dans la main. Question. Avant de commencer la vidéo, sachez que le texte que j'ai rédigé pour la faire fut écrit à une période où je ne voyais pas les choses de la même manière. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, je retranscris les écrits de l'auteur, mais ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord à 100% avec lui. Même s'il est vrai que la France historique eut des rois bons et d'autres moins bons, mon point de vue chrétien me fait dire que cette période était bien moins pire que celle dans laquelle nous vivons. Pour ma part, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos ou sur des lives, en avançant quelques arguments, le pourquoi de ceci. Aujourd'hui, pour moi, un vrai bon roi serait un roi chrétien, d'un christianisme bien compris, qui n'envisagerait pas de guerre de territoire, qui ne pousserait pas à la faute, qui ne jetterait pas la pierre, en fait une figure telle un vicaire du Christ, et non un pape. Le seul qu'on nomme père étant normalement Dieu. Mais bref, je ne m'étendrai pas sur ce sujet ici. J'aimerais vous parler du gouvernement ulcère, ou comment la prohibition de l'Empire britannique va la faire s'effondrer sur elle-même. Commençons avec ceci. Citation du livre. L'intérêt du peuple a toujours été solidaire de l'intérêt de la royauté en France. Là, j'aimerais m'arrêter et reprendre sur un écrit que j'ai ajouté au résumé. Si on devait prendre une majorité, il est bien plus vrai que faux de dire cela. Effectivement, même si le poids de la fiscalité a toujours pesé sur les épaules du peuple. On peut prendre la révolte des Maillotins comme exemple, mais aussi les disettes hivernales, contre la Ligue d'Augsbourg. Louis XIV produira une taxe sur ce qu'on appelle les trois États, évidemment sauf pour les pauvres et les mendiants. L'objectif était souvent le même, fournir du carburant à une expansion militaire, protéger nos frontières avec, je pense que vous connaissez tous, le fameux Vauban, etc., etc. Cependant, après la Révolution, puisque la Révolution en France marque une très grosse séquence historique, on l'a vu avec le gouvernement de la cave La Plagne par exemple, hein, on est aux alentours de 1818-1825, la fiscalité était plus un argument pour se remplir les poches qu'autre chose. En bref, revenons au livre. Pour l'auteur, les encyclopédistes qui ont assassiné Louis XVI, en écrivant que l'histoire des rois était le martyrologue des nations, était plus anglais que français. Il ajoute ceci, disant qu'il s'était fait protestant en politique. Ceci parce que l'histoire de Cromwell et de Luther leur avait dit que le protestantisme fut une formidable machine de guerre dans ce but. Petite note de l'époque, je trouvais ça intéressant ce rapprochement avec le côté politique qu'incorpore le sionisme. Peut-être lire sionisme, protestantisme. Peut-être lire Rachid III
que à l'époque la chaîne Verbo Bullshit m'avait fait découvrir dans une de ses vidéos. Et pour revenir au livre, faisons un focus sur de grandes figures historiques. L'auteur souhaite observer Charlemagne, plus prompt à donner aux enfants du peuple en capacité un travail qu'à ses enfants de l'Eude. Alors les enfants de l'Eude, en gros, c'est l'aristocratie de l'époque, qui était, on va dire, fidèle au roi, avec une sorte d'engagement. Charlemagne, c'est plus un empereur. À sa mort, dit l'auteur, ce sont ses 3 fils qui récupèrent l'Empire. La féodalité revient, et les hommes du Nord, les Normands, font règne. Petit et grand brigandage poussent les gens à s'abriter à l'ombre des châteaux, des comtes et des seigneurs. Embrayant sur le long règne des Capétiens, où j'ai fait une vidéo sur l'histoire de France qui parle des Capétiens, Jacques Bainville, pour un renouveau, De Tousnel nous narre la magnificence de ces derniers. Ce sont 37 princes tués ou faits prisonniers sur le champ de bataille. Et là j'avais noté que c'était pas des pleutres qui vous crient de partir séant en guerre pour le compte de nobles industriels qui vous veulent du bien, entre bleus. Mais disons que De Tousnel, je pense qu'à son époque, il était quand même assez nostalgique de ces rois qui avaient à cœur la défense de la nation. Alors, le mot nation, je ne le porte pas forcément dans mon cœur, mais c'est pour que vous compreniez. En tout cas, je pense qu'il était bien plus proche de Vauban, de Napoléon, de tous ces personnages-là, en tout cas dans une certaine vision que eux avaient de la France, que, je sais pas, moi, Mathilde Panot, quoi. Voilà. Enfin bref, continuons. Le peuple, dit-il, comprend que la cause d'un roi est aussi la sienne. La tripartition bien connue, noblesse, clergé et tiers état, se protègent mutuellement dans le meilleur du pire. Bon, j'aimerais aussi marquer une petite pause parce que je reviens souvent sur cette notion du meilleur du pire, car elle est quand même pour moi une voie d'espérance. Comme nous ne sommes pas tous chrétiens, encore moins dans un christianisme bien compris, il est important de composer avec ce qui existe de meilleur sur le moment. Pour un pays à l'héritage dit chrétien. Hein, on n'oublie pas que, souvent, politiquement de droite, pléonasme, on entend souvent cet argument qui dit « Oui, mais, vous savez, face à cette montée de l'islam en France, oui, mais c'est un pays chrétien. Les gars, réveillez-vous. C'est pas un pays chrétien, la France, aujourd'hui. Déjà, on ne devrait même pas dire la France, mais la République dite française. On n'est plus dans un pays chrétien. Il y a une espérance que ça revienne, certes, mais nous ne sommes plus un pays chrétien. Hein, et je pense que, même si j'allais plus loin encore, je dirais même que, historiquement, on n'a jamais été réellement très proche du christianisme bien compris. On a été dans un christianisme, mais pas le bon, à mon avis. Est-ce que je pense qu'on pourrait même pas appeler ça... On peut appeler ça un isme, mais ça n'a rien à voir avec le Christ en tout cas. Et là, pour le coup, je ne parlais pas ici d'intégrisme. Hein. Je parle de comprendre la subtilité de ce que, par exemple, l'Agrave nomme le haut, l'ésotéro-occultisme. En somme, c'est de la gnose, quoi, qui pervertit lentement. J'ai un exemple de cette perversion, que j'ai récemment fait un stage de secourisme, pour mon métier, où on apprend les types de brûlures, avec leur degré de gravité, etc. Le formateur, dans l'exemple, lui nous parle d'une brûlure de type radioactive, qu'un livreur formé pour cela a subi. Bien qu'il était formé, il nous explique, dans l'exemple de ce livreur, que voilà, c'était le soir, il était pressé de rentrer chez lui, et il livre à un hôpital un produit radioactif servant à faire ce qu'on appelle des scintigraphies. Vous allez voir sur internet, je vous mettrai un exemple. Le produit était dans une sphère plombée. Il l'ouvre en oubliant les consignes de sécurité, puis repart. Voilà, il a livré son truc et il veut rentrer chez lui. Sur le départ, bah, il a rien. Voilà. 1 ou 2 minutes après le départ, il a rien. Bah, c'est peut-être un peu limite 5 minutes, on va plutôt dire 15. Mais 15 minutes après, la radioactivité, bien que faible dans ces seringues qui servent à la scintigraphie, lui a procuré une brûlure 2e degré, presque 3e. C'est-à-dire, à moins de faire des grèves de peau, au 3e degré, c'est mort. Voilà. Il n'y a plus de vascularisation. Sauf que bah, les 10 premières minutes, il n'a rien senti. Quasiment rien. Mais vers la 12e, 13e, 15e, c'est là que ça a commencé, les effets ont commencé réellement à se faire sentir.
Bah, pour l'ésotéro-occultisme, c'est à peu près le même principe. Et encore, la brûlure pouvait parfois ne jamais la sentir. Quoi qu'il en soit, il y aura sur ma chaîne une longue série de vidéos sur le livre de la Grave à propos des dangers de la gnose contemporaine. Hein, ça vous permettra quand même d'avoir une bonne première approche pour voir à peu près les subtilités de l'ésotéro-occultisme. Et même, à l'intérieur du livre, vous avez des abbés, des clergés, des personnes qui étaient dans le christianisme, on va dire pas forcément bien compris, et qui sont partis faire des voyages, des espèces de pèlerinages, souvent en Inde, dans des pays asiatiques, où là-bas, vous avez du taoïsme, vous avez du bouddhisme, etc. Et donc, après, il y a un mélange qui se produit. Hein, on appelle, je crois, un syncrétisme. Ou un intégrisme. Bon, bref, peu importe. Je vous encourage en attendant à aller sur celle de Verboom, hein, qui en parle beaucoup. Voilà. Lui, il apporte aussi pas mal de détails, etc. Bref, revenons au livre. Pour repartir sur un exemple similaire à la cause d'un peuple, nous avons, à la suite de la guerre de 100 ans, bon, elle n'a pas réellement duré 100 ans. En vérité, il y a une grosse période où l'Angleterre règne par usure sur ses troupes. Et il y a même une lassitude de ses troupes observable, hein, parce qu'il faut savoir quand même qu'à cette époque, les gens qui se côtoient sont quand même dans une sorte de christianisme compréhensible d'un peuple à l'autre. Hein. Des fois, il peut y avoir comme ça des... Vous savez, le petit regard qui dit tout, quoi. Un petit regard sous-entendu, ok, d'accord. Un soldat anglais qui va dire à, je sais pas moi, une famille française, vous êtes quand même chrétien, ok, on vous laisse tranquille pour le coup. Puis après, il y a toute la lassitude derrière, etc. Puis c'est pas la même époque qu'aujourd'hui. On rentre pas le soir, on n'allume pas la climatisation. Peut-être eu chaud toute la journée. Bref. Plus tard, vers la fin de cette période, au lendemain de la période de Jeanne d'Arc, après que la royauté a repris terre, la liberté des communes se relève avec elle. De surcroît, les historiens de la noblesse n'avaient pas dit ce que les historiens du peuple ont réhabilité sur Louis XI. Vous voyez donc, en images, que j'ai reprise du livre, ce qui était dit sur ça. Concernant Richelieu, pour continuer, autre grande figure de notre histoire de France. Il fut contre le protestantisme anglais qui espérait fédéraliser et républicaniser la France en la partageant en 20 fiefs nobiliaires. Si vous enlevez cela, dit l'auteur avec nostalgie, nous n'en serions guère plus qu'au même point que les Irlandais. À l'époque de Louis XIV, la théorie du gouvernement ulcère n'a pas encore fleuri. En passant, notre cher Tousnel brosse un tableau des plus flamboyants sur le règne de Louis XIV. Sans oublier Napoléon, évidemment. Hein, comme je vous avais dit sur les autres vidéos du même livre, signaux faibles sur Napoléon. Il aime bien. Certains aspects, je pense, peut-être pas tout, mais après, je connais pas le personnage à 100%. Et il termina en disant que c'étaient des hommes du peuple qui étaient désignés par leur capacité qui composaient le conseil du roi. Et là, je me suis demandé si c'était pas une sorte de monarchie représentative. Mais j'ai quand même un doute là-dessus. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. Comme vous avez pu le voir, si vous m'écoutez déjà depuis un certain moment, j'ai un peu plus pris mon temps sur ce que j'avais fait comme parenthèse dans le livre, ce que j'avais moi-même mis. Là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Mes Lectures pour l'épisode 7 du même bouquin. A très bientôt. Que Dieu vous garde.